Bonjour à tous et à toutes. Dans un premier temps, je vous souhaite une excellente année, pleine de créativité et de sérénité, dans la mesure du possible, autant que possible. Et je souhaite aussi la bienvenue dans l'UE T2 FTA 05, une communion appelée les professions du spectacle vivant. Et dans un premier temps, si vous voulez bien m'écouter, je vais me présenter, puisque c'est la profession du spectacle vivant, donc un trajectoire professionnel. Donc, grosso modo, ma vie, mon œuvre en 180 secondes. Donc au départ, j'avais deux passions, le théâtre et l'économie. Donc j'ai commencé une carrière entre guillemets en termes de vie-activité, puisque j'étais professeur de sciences économiques et sociales en lycée, et parallèlement, donc je souhaitais devenir comédien professionnel. J'étais forcément au départ comédien amateur. Ensuite, pendant une période où j'ai obtenu un congé de formation donc pour officiellement suivre un DEA, donc l'équivalent d'un Master 2 donc en sciences économiques, pour pouvoir me rendre disponible afin d'expérimenter un travail de comédien professionnel. Donc ça a duré à peu près 2 ans. Au bout de ces 2 années, donc je me suis rendu compte que j'avais des difficultés persistantes pour élargir et fidéliser un réseau d'employeurs. Donc il a résulté une grave crise existentielle et que j'ai résolu donc en rejoignant les deux passions, en faisant une thèse sur l'économie du théâtre. Ensuite, donc pendant cette thèse, j'étais professeur de sciences économiques et sociales toujours, et puis j'ai commencé à faire des cours à l'université, notamment en tant que vacataire sur le droit économique du spectacle vivant. J'ai été élu il y a quelques années maître de conférence à l'Institut d'études théâtrales. Ensuite, je suis devenu professeur à Lyon 2 et je suis revenu à Paris 3 ou à la Sorbonne Nouvelle en tant que professeur à l'Institut d'études théâtrales. Donc en résumé, un comédien raté qui est devenu professeur des universités. On fait ce qu'on peut. Donc, introduction sur la profession du spectacle vivant. Donc d'abord, quelques échanges ou quelques connaissances sur l'environnement du spectacle vivant. Donc, qui sont les protagonistes? Donc, je vous présente un schéma, je vous laisse le temps de le recopier, et puis ensuite, on va le détailler. Donc, un schéma donc, sur les différents protagonistes, avec les collectivités publiques, les compagnies, les lieux de spectacle, les publics, et au centre, les ressources humaines, c'est-à-dire les professions du spectacle vivant. Donc, je vous laisse le temps de noter ce schéma, et ensuite, on va présenter. On va détailler un petit peu ces différents groupes de protagonistes. Vous avez fini de noter ce schéma, c'est bon? Donc je passe donc à quelques précisions. Donc du côté des collectivités publiques. Alors il y a 3 types de collectivités publiques. Donc celle que vous connaissez le mieux, c'est l'État. Et donc dans l'État, il y a forcément, on peut penser au ministère de la Culture, bien entendu, mais tous les autres ministères, tous les ministères ont des dépenses culturelles. Donc l'État, c'est le ministère de la Culture, mais aussi les autres ministères, et en faisant l'agglomération, en additionnant toutes les dépenses culturelles de ce ministère, le total des dépenses culturelles de ce ministère est supérieur aux dépenses culturelles du ministère de la Culture. Donc l'État intervient très largement, pas seulement le ministère de la Culture. Ensuite, il y a les collectivités territoriales. Dans les collectivités territoriales, donc il y a les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Et globalement, dans le spectacle vivant, les dépenses culturelles des collectivités territoriales sont supérieures aux dépenses culturelles de l'État.
surtout du ministère de la Culture. Donc du côté des collectivités territoriales, donc il y a les communes, les regroupements de communes, donc avec les intercommunalités, et puis les départements et les régions. Et donc chaque collectivité territoriale peut intervenir et organiser des dépenses culturelles, notamment les subventions. Enfin, le moins connu, c'est l'Union européenne. Alors comme le budget dédié transféré par chaque État à l'Union européenne est très minime, c'est moins de 1% du budget de l'État. Donc forcément le budget de l'Union européenne en comparaison avec le budget national est minime, mais il y a notamment un programme qui s'appelle Europe Creative, Creative Europe, donc aussi qui peut accorder des aides, mais à un niveau vraiment microscopique par rapport au niveau d'intervention du ministère de la Culture. C'est-à-dire, grosso modo, le ministère de la Culture, c'est 4 milliards d'euros par an pour le ministère de la Culture, vraiment dans le domaine de la culture, sans compter l'audiovisuel, et puis les exonérations d'impôts, par exemple quand on fait des dons, etc. Du côté d'Europe Créative, c'est 2,5 milliards d'euros sur 7 ans à partager entre 27 pays. Donc vous voyez la différence. Ensuite, il y a les publics, donc les spectateurs, spectatrices. Alors il y a d'une part les publics des spectacles professionnels, et on peut faire une différence avec les personnes qui ont plus l'habitude d'aller voir les spectacles des amateurs. Parce que les motivations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, quand on va voir un spectacle d'amateur, la motivation première, c'est la curiosité affective pour une personne qu'on connaît dans son entourage familial, amical, un collègue, une collègue de bureau, de travail. Et puis on a envie de voir effectivement cette personne sous un autre jour, sur scène. Donc c'est une motivation fondée donc, sur une curiosité affective vis-à-vis d'une personne de son entourage. Pour un spectacle professionnel, a priori, là, c'est davantage une curiosité intellectuelle, donc pour le texte, pour la mise en scène. Mais bien entendu, les choses peuvent se recouper puisqu'il y a des vedettes pour lesquelles aussi on peut avoir un attachement affectif et donc être motivé pour aller voir un spectacle professionnel parce qu'on a envie de voir la vedette qu'on aime bien dans ce spectacle. Mais a priori, c'est deux types de motivations différentes et les publics ne s'entrecoupent pas vraiment. Il y a vraiment une séparation. Bien entendu, les personnes circulent entre spectacle professionnel et spectacle amateur, mais la plupart ne circulent pas. Et puis il y a les mécènes. Donc les mécènes, ça peut être des entreprises, des fondations d'entreprises, mais ça peut être aussi des particuliers. Et donc on a une loi qui a été mise en place à partir de 2003, complétée en 2007, pour permettre aux donateurs, aux donatrices de bénéficier de réductions d'impôts substantielles. C'est-à-dire du côté des entreprises, c'est une exonération, une réduction de l'impôt sur le bénéfice à hauteur de 60% des dons. Et du côté des particuliers, des personnes physiques, c'est une réduction de l'ordre de 2/3 de l'impôt. C'est-à-dire quand on donne 3 euros, on récupère 2 euros. Le coût net, vraiment pour la personne physique, à condition évidemment qu'elle paye l'impôt sur le revenu, donc qu'elle ait un revenu suffisamment élevé, puisque la moitié des Français et Françaises ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc ça, le coût net pour un don de 3 euros, c'est 1 euro. Et c'est à la portée de n'importe quelle compagnie, évidemment, de solliciter les membres de son entourage pour solliciter des dons. Ce qui est compliqué, c'est élargir le cercle aux amis des amis et ensuite au grand public. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc lever 2 000 ou 3 000 euros sur ce qu'on appelle le crowdfunding, les plateformes de financement participatif, c'est relativement facile. Mais lever 2 ou 3 millions d'euros sur une plateforme de financement participatif, là, ça suppose d'engager des dépenses de communication conséquentes. Ensuite, il y a les compagnies. Alors, il y en a 3 secteurs. Les compagnies théâtrales, les compagnies chorégraphiques, la danse, et les ensembles musicaux et vocaux. Alors, pour les compagnies en art de la rue, les arts du cirque, les arts du conte, les arts de la rue, de l'espace public, donc, a priori, on les agrège au théâtre, tous ces théâtres et autres spectacles, mais tout dépend effectivement comment fonctionnent les directions régionales des affaires culturelles.
Il peut y avoir aussi les compagnies chorégraphiques qui peuvent, les compagnies en art du cirque qui peuvent être attachées aux compagnies chorégraphiques, les arts du mouvement. Donc chacune a sa cohérence, mais il y a 3 grands secteurs: théâtre, danse, musique. Donc compagnie théâtrale, compagnie chorégraphique, ensembles musicaux et vocaux. Ensuite, les lieux de spectacle. Donc les lieux de spectacle, il y a donc des équipements ou des établissements labellisés. Donc ce qu'on appelle établissements labellisés, ce sont des établissements qui sont subventionnés par l'État. Donc il y a certains qui sont subventionnés uniquement par l'État, c'est ce qu'on appelle les théâtres nationaux dans le domaine du théâtre. Et il y a des établissements labellisés en partie par l'État, donc ou soit majoritairement par l'État, donc c'est par exemple les centres dramatiques nationaux qui sont dirigés par des artistes, ou financés minoritairement par l'État en termes de subventionnement public, ce sont les scènes nationales qui ont pour mission une diffusion pluridisciplinaire. À la différence des centres dramatiques nationaux qui sont centrés sur le théâtre. Donc il y a ces établissements labellisés. Ensuite, il y a des établissements de ville, donc comme c'est indiqué, qui sont soutenus par la ville et qui a priori ne le sont pas par l'État. Alors les établissements de ville sont majoritairement financés en termes de subventionnement public par la ville, mais ils peuvent aussi être financés essentiellement par l'intercommunalité et en partie par le département et la région, éventuellement. Mais l'établissement de ville, c'est financé par les collectivités territoriales et pas par l'État. Ensuite, il y a les festivals. Alors la majorité des festivals sont financés par les collectivités territoriales. Une toute petite minorité est financée par l'État. Donc sont financés par l'État, c'est quand il s'agit de festivals ayant un rayonnement international. Et puis, enfin, il y a aussi les salles privées, ne pas perdre de vue, donc les théâtres privés, donc qui ne reçoivent pas de subvention et qui se financent uniquement par les ressources propres. Les lieux de spectacle subventionnés doivent aussi collecter des ressources propres. Donc le financement public ne couvre pas l'intégralité des dépenses de fonctionnement et des dépenses artistiques, mais la majorité, généralement, des ressources viennent des subventions publiques pour des établissements subventionnés. Pour les établissements privés, donc c'est uniquement des ressources propres. Donc c'est une autre logique d'action et d'évaluation. Et enfin, les ressources humaines. Donc on distingue 3 grandes catégories: les professions artistiques, les professions techniques et les professions administratives. Administration, c'est d'une part production, diffusion, administration, mais c'est aussi communication, relation avec le public. Voilà les grands types de professions dites administratives. Et le personnel administratif donc, est destiné à accompagner les créations artistiques et les tournées de spectacles. Donc voilà les 3 principaux types de ressources humaines. A priori, vous avez déjà une petite idée du type de profession que vous souhaiteriez faire plus tard quand on sera un peu plus grand, plus grande. Donc, qui souhaitent s'orienter vers les métiers artistiques. Et parmi les métiers artistiques, qui souhaitent devenir comédien, comédienne plutôt. Ok, donc pas tout à fait la majorité, mais une bonne minorité. Donc je vous souhaite meilleure chance que moi. Qui souhaite s'orienter vers la mise en scène. Ok. Du côté des professions techniques, est-ce qu'il y a des personnes qui envisagent des professions techniques, côté régie, technique, du costume, métier du costume? Quelques personnes. Et du côté des professions administratives, donc communication, relation avec le public, production, diffusion, quasiment personne. Ok, mais vous verrez que c'est aussi une possibilité. Et ça, vous verrez. Alors, les objectifs du cours. Donc, le focus, donc un focus d'abord, c'est l'objet des 2 premiers chapitres sur les employeurs et les emplois du spectacle vivant. Donc des généralités sur les employeurs et les emplois du spectacle vivant.
Ensuite, l'objectif, après, donc, c'est transmission de connaissances générales sur les employeurs et les emplois occupés vivants, c'est de détailler un peu plus. Et donc, il y a 3 chapitres. Un chapitre sur la profession artistique, un autre chapitre sur la profession technique, et enfin un dernier chapitre sur la profession administrative. Sans doute qui ne sera pas achevé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et que donc je l'ordre, c'est comme ça correspond effectivement à vos préférences. Il y a d'abord les professions artistiques, la majorité d'entre vous qui le souhaitent, ensuite les professions techniques, et enfin les professions administratives. Ensuite, donc c'est l'apprentissage de règles juridiques. Et cet apprentissage, cette transmission de connaissances juridiques est importante, parce que c'est important de connaître ses droits et ses obligations, et éviter aussi de faire des erreurs, des maladresses, qui peuvent avoir des retours de bâton juridiques fort fâcheux. Donc il y aura aussi une transmission de conseils, des conseils qui sont donnés dans le milieu professionnel, et que je sais que je peux vous transmettre. Et donc, quel que soit le métier envisagé, même si vous envisagez d'être comédien, comédienne, il vaut mieux connaître le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, connaître vos droits et vos obligations. C'est important. Donc, les connaissances juridiques que je vais vous transmettre, elles sont utiles à vous approprier. Donc, c'est dans le cadre d'une initiation, c'est une première appropriation. Et en 3e année de licence, vous aurez un cours par exemple sur le droit à l'économie du spectacle vivant. On ira un peu plus loin, tout en rappelant évidemment certaines choses vues en première année. Ensuite, c'est pas seulement donc une transmission de connaissances techniques ou juridiques, c'est aussi une réflexion sur quelques enjeux de pouvoir entre les protagonistes du spectacle vivant. Parce qu'on est très loin d'être dans une famille de bisounours, on s'aime bien, etc. Il y a des rivalités de pouvoir, comme dans tout groupe professionnel, comme dans toute la société. Et donc, il y a aussi des inégalités aussi de rémunération, des inégalités de pouvoir. Et donc, qui notamment dépendent de la réputation et donc la confiance qu'on peut inspirer en tant que professionnel. Et donc, il y a les pressions de la concurrence, les inégalités, donc c'est un point important. Et en même temps, quelle forme de coopération essaie de mettre en œuvre les professionnels et professionnels pour relâcher les pressions de la concurrence. Et donc, il y a une réflexion aussi stratégique qui sera initiée sur quelques points, donc autour des inégalités et puis aussi de l'équilibre à trouver on va chercher entre la concurrence et la coopération. Là, il y a un peu trop de bruit. Ensuite, c'est un cours magistral qui est lié aussi à un TD. Donc c'est T2 FTA 05, champ de la création scénique. Où donc là, vous serez encadré par un professionnel ou une professionnelle dans un domaine particulier. Et donc là, ça permettra aussi de concrétiser les connaissances que je peux vous transmettre en cours magistral. Et donc, il y a cette articulation. Et donc, on a amélioré la maquette, puisque les années précédentes, il y avait le cours magistral au premier semestre et le TD au 2e semestre. Donc là, on a été à l'écoute dans les conseils de perfectionnement, des retours récurrents des étudiants et étudiantes qui trouvaient un peu ballot de séparer le cours magistral au premier semestre et le TD au 2e semestre. Donc, vous pourrez aussi dialoguer avec le professionnel et leur demander aussi effectivement des précisions sur certains points qui ont été vus dans le cours magistral pour vous les approprier. Ensuite, l'évaluation. Donc il y a d'une part une évaluation formative en cours de formation. Donc ce sont des tests d'auto-évaluation avec un QCM qu'on fera après chaque cours. Enfin à la fin du cours plutôt. Donc on prend le temps de faire un test d'auto-évaluation, donc avec un questionnaire à choix multiple. Donc ça, vous pouvez répondre librement et ça ne compte pas pour votre moyenne. Mais ça sert à votre formation, pour vérifier si vous avez compris ou pas bien compris certaines choses. C'est faire un petit retour sur les connaissances que je vous ai transmises. Ensuite, une évaluation sommative. Donc là, ça compte pas en moyenne, donc c'est un partiel avec un QCM qui aura lieu le mardi 14 avril, la dernière date.
à la fin de chaque cours, en principe, si le vidéoprojecteur fonctionne, ce qui est le cas aujourd'hui, tant mieux, donc on fera un QCM avant de se quitter, et donc il n'est pas impossible que vous retrouviez certaines questions déjà vues en cours dans ce QCM à faire au moment du partiel, ou des choses qui se rapprochent. Ensuite, si vous avez besoin de passer une épreuve de rattrapage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la moyenne du semestre, donc ce sera un autre type d'épreuve d'évaluation, ce sera plusieurs questions de cours. Donc là, il faut rédiger. Ensuite, le plan du cours. Alors, le plan du cours, je l'ai déjà téléchargé sur la page e-campus de l'UE. Donc, je passe très rapidement, c'est pas la peine de le noter, puisque de toute façon, on va le revoir, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de la progression pédagogique que j'ai imaginée. Donc, plan du cours. Chapitre 1, les employeurs du spectacle vivant. On va commencer aujourd'hui. Avec deux sections, les entrepreneurs du spectacle vivant et puis la répartition des employeurs. Ensuite, le chapitre 2, c'est les emplois du spectacle vivant. Donc le salariat, le régime d'intermittence et aussi une dernière partie plus réflexive sur la visibilité professionnelle. Et un point donc, qui est important pour vous, puisque pour le moment, en principe, vous n'avez aucune visibilité professionnelle et que votre objectif, c'est de vous faire une place. Donc comment on fait? Voilà. Ensuite, chapitre 3, les emplois artistiques. Donc avec la répartition des emplois, les liens entre formation et insertion professionnelle, et puis quelles sont les principales activités, les diverses activités des personnes artistes. Ensuite, chapitre 4 sur les emplois techniques. Donc pour les emplois techniques, donc là il y a une hiérarchie, donc les cadres, les personnels intermédiaires, les professionnels intermédiaires qui encadrent aussi une partie personnelle, personnel d'exécution. On commencera par les cadres et ensuite on verra d'une part décor et costumes et troisième point, les régies spécialisées. Donc ça c'est différentes logiques d'action et d'évaluation pour ces emplois techniques. Ensuite, chapitre 5, les emplois administratifs. Donc, en commençant par la direction administration générale, toujours les cadres, et puis en faisant la différence entre production, diffusion, tournée, et puis ensuite les rapports au public. Donc je pense qu'on aura l'occasion de voir la production, diffusion, tournée, les rapports au public, peut-être pas. On verra. Enfin, un bonus qu'on vous propose. Donc c'est le jeudi 9 avril, j'y vais vers 17h30, mais c'est pas encore fixé, c'est pas 17h, etc. Donc on vous proposera, donc on va organiser avec l'équipe du Théâtre de l'Aquarium une rencontre à la cartoucherie. Donc avec cartoucherie de Vincennes. Donc avec une petite conférence sur l'histoire de la cartoucherie et une possibilité de rencontrer des professionnels et d'échanger donc sur les métiers. Donc ce sera le jeudi 9 avril, donc la 11e semaine de cours, après les 11 semaines de cours sur la profession des spectacles vivants, et ce sera donc l'occasion d'échanger aussi avec leurs professionnels que vous allez rencontrer sur leur métier. Et peut-être voir aussi un spectacle en soirée si vous le souhaitez. Donc pour le moment, l'organisation n'est pas encore arrêtée. Mais je vous invite à noter sur votre agenda, donc le jeudi 9 avril, fin d'après-midi, début de soirée, si possible, rendez-vous disponible. Ce ne sera pas forcément possible pour tout le monde parce qu'il y a des TD parfois qui ont lieu aussi le jeudi en fin d'après-midi. Mais si vous n'avez pas de TD, essayez de retenir dans votre agenda cette rencontre qu'on vous propose. Enfin, quelques conseils de lecture. Donc j'ai écrit un livre qui commence à dater un peu, mais qui on peut retrouver pas mal de choses que je vais vous raconter. C'est Économie du droit du spectacle vivant en France, donc très assez bonne nouvelle. Un livre plus récent dans lequel j'ai collaboré et j'ai écrit notamment le chapitre sur les métiers de la scène, donc les métiers techniques et administratifs. Donc le manuel des études théâtrales, donc coordonné par Martial Poisson, qui est un professeur
à Paris 10, Paris-Nanterre. Et donc c'est un ouvrage collectif, donc il y a différents chapitres disciplinaires. Et enfin, il y a une bibliographie sur la page du campus de l'unité d'enseignement. Et il y a aussi une presse professionnelle qui est accessible à la Théâtrothèque Gaston Batti. Vous voyez où se trouve la Théâtrothèque Gaston Batti? Ok, donc 3e étage, à la BSN, sur la gauche. On est abonné à la SAC, donc c'est un prix mensuel. La lettre du spectacle qui est un hebdomadaire, le juriste culture, ce qui est mensuel. Mais je vous recommande notamment la lecture de la scène, parce qu'il y a un certain nombre d'articles sur l'actualité, donc généralement écrits par des professionnels, professionnels. Voilà. Donc ça peut être intéressant en complément de suivre un petit peu l'actualité économique, sociale, juridique, vécue par telle qu'elle est pensée, vécue par des professionnels du spectacle vivant. Donc je vous souhaite un bon apprentissage, sachant que je ne peux que vous transmettre des connaissances. C'est à vous de faire le travail, vous êtes acteur et actrice de votre formation, c'est à vous de faire le travail pour les approprier. Je ne peux que vous transmettre des connaissances, mais c'est à vous de faire le travail nécessaire pour vous les approprier. Voilà. Donc on va commencer le premier chapitre. Donc, premier chapitre, les employeurs du spectacle vivant, toujours dans cette UA du T2 FCA 05 que j'anime. Donc, chapitre 1, les employeurs du spectacle vivant. Alors, on va commencer en introduction par voir les préjugés, des préjugés donc plutôt défavorables, comme quoi le spectacle vivant, on est plus chômeurs que salariés, ou qu'il n'y a pas de débouchés, etc. Donc je commence par quelques préjugés, et en commençant donc par une publicité particulièrement malveillante de l'armée de l'air et de l'espace, qui fait une comparaison désavantageuse entre les licences théâtre et puis les métiers que propose l'armée de l'air et de l'espace. Donc je vais vous la faire écouter, c'est assez étonnant, voire sidérant. C'est peut-être un peu bouché. Heureusement, dans l'armée de l'air et de l'espace, vous pouvez changer de voie, apprendre un métier et évoluer tout au long de votre parcours. L'armée de l'air et de l'espace recrute et forme à plus de 50 métiers et activité pour vous. Rapprochez-vous du centre d'information et de recrutement le plus proche sur devenir-aviateur.fr. Ceci est un message du gouvernement. Alors quand on a écouté ça, on est un peu tombé de notre chaise, on s'est dit ouais, c'est l'intelligence artificielle qui fait un fake news. En fait, c'est une publicité de l'armée de l'air et de l'espace. Donc on a demandé l'arbitrage d'une commission qui s'occupe de la déontologie publicitaire, parce que normalement on n'a pas le droit de faire une publicité avec une comparaison en dénigrant un autre produit, c'est interdit par la loi. La commission donc a jugé que c'était traité avec humour,
parce qu'effectivement, l'option ombre chinoise n'existe pas en licence théâtre, donc c'est caricaturé, mais c'est de l'humour, c'est la parodie, et que ça ne dénigre pas les filières artistiques. Et donc, cette publicité, je pense qu'elle va pas rester très longtemps, parce qu'on l'a pas revue comme des... Voilà. Donc là, c'est un exemple de préjugés très négatifs donc, sur le manque de débouchés professionnels concernant la licence. Le théâtre. Et à l'opposé, mais toujours dans la continuation de ce préjugé, comme quoi le spectacle vivant, c'est un secteur qui n'est pas trop employable, c'est compliqué pour les étudiants de trouver des débouchés professionnels après leur formation. Donc il y a un journaliste du Monde Campus, Eric Nunes, qui avait fait un reportage donc en 2020 sur le développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, sachant que à l'Institut d'études théâtrales, on propose aussi une formation d'apprentissage. Donc à l'époque ça s'appelait le Master 2 métier de production théâtrale, maintenant ça s'appelle le Master Théâtre, Parcours, Profession et Accompagnement du spectacle vivant. Et donc nous sommes affiliés avec le CFA Formation Paris Île-de-France. Et donc Eric Nunes a souhaité faire un reportage donc, en faisant un focus sur différentes formations. Et il a demandé à la directrice du CFA Formation Paris Île-de-France, est-ce que vous avez effectivement un secteur a priori peu employable où il y a une formation d'apprentissage? Et donc la directrice du CFA lui a proposé de prendre contact avec moi. Donc il est venu, donc avec éventuellement ce préjugé, juste pour enquêter. Donc il est venu et il était tellement scotché par d'une part la séance à laquelle il a assisté, donc c'était les étudiantes du Master 2 métier à production théâtrale qui présentaient ce qu'on appelle le Scénoscope, donc leur projet de festival en partenariat avec le théâtre de Gennevilliers. Alors c'était prévu pour 2020, malheureusement c'est le Covid, donc c'était un peu compliqué, mais c'était les étudiants présentaient un peu leur projet de festival, qu'en fait, dans ce reportage, donc qui a fait la une du Monde Campus, il a d'abord, donc comme vous pouvez voir, cité la Sorbonne Nouvelle, donc l'Institut d'études théâtrales, en citant donc dans son premier paragraphe les étudiants du Master de métier à production théâtrale qui ont bravé le vent, tempête, etc., ou la pluie, etc., qui présentent avec ardeur donc leur festival. Et on lui avait transmis aussi l'annuaire professionnel, donc vraiment il était scotché par rapport aux préjugés négatifs qu'on peut avoir, qui est assez commun, c'est-à-dire quand vous êtes comédien, on vous dit oui mais c'est quoi votre métier en fait, etc. Donc en fait, on va voir qu'en fait, il y a des débouchés professionnels mais bien plus importants que dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc on élimine ça. Et alors je vais vous présenter un tableau. Donc je vous invite à ne pas noter, pas tenter de noter le tableau, on va simplement noter ensemble les observations principales. Donc c'est l'évolution entre 2018 et 2014. Donc c'est un tableau de bord des professions du spectacle vivant, donc employeur et employé du spectacle vivant, qui est aussi à votre disposition, c'est téléchargé sur la page du campus, donc si vous avez envie d'en savoir plus, regardez, c'est à votre disposition. Mais là on fait juste un focus sur un point. Donc voilà le tableau, donc ne cherchez pas à le noter, on va le décomposer. Alors d'abord, vous voyez donc qu'il y a deux colonnes, enfin en dehors de l'activité, deux colonnes, activité principale et activité occasionnelle. Donc, quelle est la différence entre activité principale et activité occasionnelle? On va voir qu'il y a des entrepreneurs de spectacle vivant, justement, qui doivent obtenir une licence d'entrepreneur de spectacle vivant. C'est-à-dire à partir de au-delà de 6 représentations professionnelles par an, on est obligé de demander une licence d'entrepreneur de spectacle vivant. Et donc, c'est sous-entendu, c'est l'activité principale. Mais il y a un certain nombre d'entreprises ou d'administrations qui peuvent organiser des spectacles de façon occasionnelle. Mais ça peut être aussi les personnes physiques.
mais à condition, et donc il n'y a pas besoin d'obtenir une licence d'entrepreneur du spectacle vivant, à condition qu'on ne dépasse pas 6 représentations. Alors c'est qui peut organiser occasionnellement du spectacle sans dépasser les 6 représentations par an? Oui. Les écoles? Les écoles, tout à fait. Autre exemple? Oui. Pardon? Les mairies, seulement. On fait un spectacle ou salle des fêtes, occasionnellement, oui. Les maisons de retraite, excusez-moi, les EHPAD. On peut aussi organiser des spectacles occasionnellement, et pas de soucis s'il n'y a pas plus de 6 représentations par an, oui. Les lieux associatifs, justement, une association pour aussi organiser un spectacle occasionnellement. Autre exemple qui me vient à l'esprit. Les personnes physiques peuvent aussi... Oui, oui. Il y a une main qui se lève au fond. Non, c'est une illusion optique avec la lumière du vidéoprojecteur, excusez-moi. Mais aussi, par exemple, pour une fête d'anniversaire, on peut aussi, donc une famille peut inviter un clown, un musicien, une musicienne pour donc animer la fête d'anniversaire. Donc, il y a énormément d'employeurs occasionnels. Et donc vous voyez qu'en 2024, donc grosso modo, alors, il ne s'agit pas de retenir les chiffres, mais de retenir simplement que le nombre d'employeurs occasionnels est nettement plus élevé que le nombre d'entrepreneurs du spectacle vivant. Et donc dans un QCL, je peux vous demander, en comparant entrepreneurs du spectacle vivant et employeurs occasionnels, qui sont les plus nombreux, ou est-ce que c'est à peu près équivalent? Et je vais pas vous demander de retenir le chiffre. Parce que de toute façon, ça change chaque année, et puis il suffit de se documenter. Les deux premières informations à retenir, donc un nombre d'employeurs occasionnels un peu plus de 3 fois plus élevé que le nombre d'employeurs principaux, c'est-à-dire d'entrepreneurs du spectacle vivant. Ensuite, vous voyez donc l'évolution. Donc l'évolution elle est dynamique, contrairement à ce que prétend le spot de l'armée de l'air et de l'espace. Puisque de 2018 à 2024, le nombre d'employeurs principaux, entrepreneurs du spectacle vivant, c'est plus de 26%, et un peu moins élevé pour le nombre d'employeurs occasionnels, mais qui est déjà très élevé, plus 6%. Donc, un dynamisme, c'est-à-dire que le nombre d'employeurs du spectacle vivant a quand même augmenté de façon conséquente, grosso modo plus de 25% entre 2018 et 2024. Et le nombre de salariés également, alors un peu moins vite, mais donc il y a une inversion, ce qui est assez logique, puisque les entrepreneurs occasionnels ne peuvent pas faire plus de 6 représentations par an. Donc par conséquent, le nombre de salariés engagés par les entrepreneurs du spectacle vivant est bien plus important. Donc c'est l'inverse du côté des salariés. Il y a beaucoup plus de salariés engagés par les entrepreneurs du spectacle vivant que de salariés qui sont engagés par les entrepreneurs occasionnels. Alors bien entendu, on peut faire les deux, et donc il y a des comédiens, comédiennes, des danseurs, danseuses, musiciens, musiciennes, qui peuvent aussi occasionnellement être engagés par des personnes physiques, des entreprises non artistiques, des associations ou des organismes du champ social. Mais donc ça c'est la troisième information à retenir, du côté des salariés c'est l'inverse. Beaucoup plus de salariés du spectacle vivant, donc quasiment 3 fois plus que de salariés des entrepreneurs occasionnels, et un dynamisme aussi, donc un peu moins important que la progression des de salariés, pas d'employeurs, mais c'est quand même plus 12%, donc c'est pas rien, entre 2018 et 2024. Pardon. Donc voilà les informations vraiment à retenir. L'objectif n'est pas évidemment de retenir les chiffres, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est juste avoir des ordres de grandeur. Et dans un QCL, je peux vous interroger sur les ordres de grandeur. Donc, le spectacle continue. Donc, première partie, les entrepreneurs du spectacle vivant.
Donc les employeurs. Donc comme on l'a vu en commentant donc le graphique des protagonistes, donc ça peut être des compagnies, des lieux de spectacle, des festivals, également ça peut être des bureaux de production, des bureaux d'accompagnement. C'est-à-dire ce sont des petites équipes de professionnels très qualifiés et qui peuvent donc se partager l'administration la production de plusieurs compagnies. Donc les compagnies, les lieux de spectacle, les festivals, des bureaux de production, et puis il y a des personnes aussi qui peuvent travailler de façon indépendante, donc à leur propre compte, ce qu'on appelle les professions libérales. Donc compagnie, lieu de spectacle, festival, bureau ou indépendant. Alors je vais vous présenter donc aussi un petit tableau. Donc là aussi inutile de noter les chiffres, ça va vous revenir les ordres de grandeur. Donc c'est la différence entre secteur privé, secteur public, c'est-à-dire secteur subventionné, et les prestations techniques. Donc on voit que c'est à peu près équilibré. Certes, secteur privé c'est presque 14 000 salariés, secteur public subventionné presque 12 000 salariés, il n'y a pas une énorme différence. Donc grosso modo en comparant le secteur subventionné et le secteur privé, il y a un nombre assez voisin de salariés. Donc il y a deux grands secteurs qui sont relativement équilibrés, un secteur privé et secteur subventionné. Et puis les prestations techniques, là c'est un secteur vraiment plus particulier, plus spécifique et qui a un peu plus de 1000 salariés. Alors on commence donc par la licence d'entrepreneur de spectacle vivant. Donc quant à la licence, comme je l'ai indiqué, elle est obligatoire au-delà de 6 représentations professionnelles par an. Donc c'est une obligation juridique. Et on distingue 3 catégories de licences d'entrepreneurs de spectacle vivant. Donc je présente ces 3 catégories. Donc la numéro 1, elle concerne l'exploitation des lieux de spectacle. Donc un gestionnaire ou un directeur d'un lieu de spectacle ou le propriétaire d'un lieu de spectacle. Donc propriétaire si c'est un théâtre privé, gestionnaire ou directeur si c'est un lieu subventionné. Donc cette personne doit, il faut demander une licence d'entrepreneur de spectacle vivant numéro 1 pour pouvoir donc légalement exploiter le lieu de spectacle. Ensuite, la numéro 2, elle concerne la production de spectacle. Donc, production de spectacle, c'est la recherche de financement pour pouvoir créer un spectacle, et c'est y compris la création du spectacle. Et la numéro 3, c'est la diffusion de spectacle, donc pour les tournées de spectacle. Ou la présentation, les premières séries de représentation dans un lieu de spectacle, si effectivement c'est le lieu de spectacle qui a produit le spectacle. Donc si on prend l'exemple d'un centre dramatique national, donc un centre dramatique national produit des spectacles et aussi programme des spectacles. Donc quelle licence d'entrepreneur de spectacle faut-il avoir pour faire fonctionner un centre dramatique national? Donc la 2 en tant que producteur, la 3 en tant que diffuseur, et la 1 en tant qu'exploitation du spectacle. Donc, il y a 3 licences, mais dans certains cas, il faut avoir les 3 licences. Demandez donc les 3 licences. Et donc, tout lieu de spectacle qui produit et diffuse des spectacles
doit avoir les 3 licences. Une compagnie de théâtre, a priori, si elle n'a pas de lieu de spectacle, elle doit avoir la numéro 2. Voilà. Mais en même temps, si elle diffuse les spectacles, il faut peut-être mieux avoir la numéro 3. Le numéro 3, c'est plutôt pour le lieu qui accueille. Voilà. Et si la compagnie de théâtre gère aussi un lieu, ça peut arriver, c'est minoritaire, bien entendu, il doit aussi avoir la licence numéro 1. Donc ça peut être cumulatif, donc selon les différentes fonctions. Donc il y a trois fonctions: l'exploitation des lieux de spectacle, la production de spectacle et la diffusion de spectacle. Et un numéro de licence pour chacune. Donc ça, c'est des connaissances de base à retenir. Ensuite, les modalités d'attribution. Oui. Est-ce que vous les avez classés par ordre, quand il y a vraiment un ordre, vous pouvez mettre par exemple production de spectacle en 1 Non, c'est l'ordre. C'est vraiment numéro 1, c'est exploitation de spectacle, ça il faut retenir. Numéro 2, production. Numéro 3, diffusion. C'est l'ordre à retenir. Oui. Les licences sont renouvelables ou pas? Oui, on va voir ça. Tous les 5 ans. Maintenant, on va voir ça. Donc sur la modalité d'attribution. Donc il y a, comme on est entrepreneur spectacle vivant, dans le code du commerce, un spectacle payant, donc c'est considéré comme un acte de commerce, puisqu'on collecte de l'argent et on vend une prestation. Donc par conséquent, pour être entrepreneur de spectacle vivant, il faut se voir reconnaître légalement une capacité commerciale et une capacité professionnelle dans le domaine du spectacle vivant. Alors je présente d'abord la capacité commerciale. Donc capacité commerciale, donc c'est être majeur et ne pas avoir été interdit donc d'activité commerciale. Alors qui peut être interdit d'activité commerciale? C'est ce qu'on verra par la suite. Il peut y avoir des entreprises individuelles, donc des personnes physiques qui créent leur entreprise sans faire de distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Alors l'avantage, c'est que c'est très souple, on a des comptes à rendre à personne, mais par contre si on fait faillite, là l'ensemble du patrimoine peut être saisi, et si on a fait faillite en tant qu'entrepreneur individuel, on peut être interdit d'activité commerciale pendant un certain nombre d'années. Donc ne pas être interdit d'activité commerciale. Ça c'est ce qu'on appelle la capacité commerciale. Donc que légalement on est en droit d'exercer une activité commerciale, c'est-à-dire de vendre des représentations et puis de vendre des billets de spectacle. Ensuite, une capacité professionnelle. Alors pour la capacité professionnelle, il y a 3 possibilités. Donc c'est pas et, c'est ou. Première possibilité, c'est un diplôme d'enseignement supérieur. Donc quand vous aurez achevé votre licence d'études théâtrales, vous serez en mesure d'être entrepreneur, d'avoir la capacité professionnelle pour être entrepreneuse de spectacle, vivant. Mais c'est un diplôme d'enseignement supérieur, mais c'est pas seulement la licence théâtre. C'est n'importe quel diplôme, quel que soit le domaine disciplinaire. Et on estime qu'à partir du moment où une personne a suivi au moins le premier cycle des études supérieures, elle a une capacité professionnelle pour diriger une entreprise du spectacle vivant. Donc quel que soit le secteur. Si on n'a pas un diplôme d'enseignement supérieur, il faut avoir un an d'expérience professionnelle. Ou alors, dernière possibilité, c'est vraiment c'est des ou, 125 heures de formation professionnelle en spectacle vivant. Donc ce ne sont pas des conditions exclusives, c'est un choix, 3 possibilités pour demander une licence d'entrepreneur de spectacle vivant. Donc diplôme d'enseignement supérieur, ou un an d'expérience professionnelle, ou 125 heures de formation professionnelle dans le spectacle vivant. Et pour l'exploitation d'un lieu de spectacle, donc il y a la question de la sécurité. Donc la sécurité du travail pour le personnel qui travaille dans ce lieu, donc notamment le personnel technique notamment, mais les artistes évidemment et le personnel administratif, donc il faut être formé à la sécurité et également pour accueillir les spectateurs et spectatrices. Ce sont les établissements recevant du public. Donc
Donc il y a une formation à la sécurité pour la déclaration ou pour la licence de catégorie 1. Donc deux capacités, capacité commerciale, capacité professionnelle. Capacité professionnelle, c'est une des trois possibilités, diplôme enseignement supérieur, 1 an d'expérience professionnelle ou 125 heures de formation professionnelle au spectacle vivant. Et si on gère un lieu de spectacle, pour la licence de catégorie 1, il faut être formé à la sécurité. Et ensuite, la formalité est très simple. Elle a été simplifiée depuis 2019. On fait une déclaration d'activité, donc sur Internet, à la préfecture du département. Donc une déclaration immatérielle. Et si, au bout d'un mois, la préfecture n'a pas opposé un veto, vous pouvez commencer votre activité. Donc c'est une formalité où vous déclarez votre activité. Vous ne faites pas de contrôle vraiment avant. On a plutôt tendance maintenant à faire confiance, mais évidemment on va vérifier pendant le fonctionnement de votre entreprise de spectacle vivant que vous respectez les obligations légales qui concernent le respect de la propriété intellectuelle et artistique, et aussi le respect du droit du travail et du droit à la sécurité sociale. Mais donc forcément, vous devez vous engager à respecter ces droits, à respecter les obligations de l'entrepreneur spectacle vivant, mais c'est un engagement que vous faites dans cette déclaration d'activité. Et donc, sauf si vraiment vous êtes sur un fichier noir, donc a priori la préfecture ne fera pas d'opposition, mais vous devez attendre un mois, qui me dit mot consent, et s'il n'y a pas de retour à la préfecture, vous pouvez commencer l'activité. Et donc c'est une attribution pendant 5 ans, donc soit à une personne physique, soit à l'entreprise. Alors une précision, donc par rapport à cette attribution à l'entreprise et une personne physique. Auparavant, donc avant 2019, c'était attribué uniquement à des personnes physiques. Alors l'inconvénient, c'est quand par exemple c'était le président de l'association, parce que la plupart des entreprises spectacle vivant, comme on va le voir, ce sont des associations. Donc, toutes les compagnies théâtrales par exemple sont des associations quasiment. Donc quand le président quittait sa fonction, il y avait une espèce de no man's land juridique. Donc il fallait redemander, pendant un délai de 6 mois, redemander une licence, l'attribution d'une licence d'entrepreneur spectacle vivant. Donc depuis 2019, ça peut être l'entreprise qui possède la licence. La licence d'entrepreneur spectacle vivant est attribuée à l'entreprise. Si bien que la personne physique qui a la capacité commerciale et la capacité professionnelle pour exercer la responsabilité, si elle quitte l'entreprise, on n'a pas besoin, il suffit de nommer une autre personne qui a cette capacité commerciale, cette capacité professionnelle. Donc de fait, la quasi-totalité des licences d'entrepreneurs spectacle vivant maintenant sont affectées à ce qu'on appelle les personnes morales, aux entreprises. Mais même si la licence est attribuée à une personne morale, donc une entreprise, il faut que dans cette entreprise, un membre du personnel ait la capacité commerciale et la capacité professionnelle pour exercer ses responsabilités d'entrepreneur. Et si cette personne change, on nomme quelqu'un d'autre. Donc là aussi on est assoupli. Et maintenant c'est renouvelé tous les 5 ans. Alors, quelles sont les obligations? Donc, comme j'ai indiqué, 2 types d'obligations. C'est le respect du droit à la propriété littéraire et artistique, et puis le respect du droit du travail, des obligations sociales. Donc on va voir sous forme succincte, mais déjà sans doute déjà beaucoup développé pour les personnes qui n'ont pas de connaissances juridiques. Donc ces deux dimensions. Donc
donc le respect du droit de la propriété intellectuelle. Ce qu'on appelle aussi la propriété littéraire et artistique. Donc, quelles sont les conditions donc de la propriété littéraire et artistique? Donc, les conditions pour se voir reconnaître une propriété littéraire artistique. Donc, être considéré comme auteur-autrice d'une œuvre de l'esprit, comme on dit, en termes juridiques. Alors, est-ce que vous connaissez déjà un peu ces conditions? Certains d'entre vous. Pour se voir reconnaître un titre de propriété littéraire artistique, être considéré comme auteur-autrice d'une œuvre de l'esprit. Est-ce que vous connaissez un peu les conditions? Pas du tout. Oui? Je connais pas du tout, mais peut-être qu'on est publié quelque chose. Pardon? On est publié quelque chose qui passe par une institution qui va dire ok, mais ça c'est. Oui, il faut un support physique. Oui, voilà. Un support physique. Ça, c'est une des conditions. Et l'autre condition, pour se voir reconnaître, oui? Pardon? Pas forcément, mais là aussi ça fait partie du support physique. Et puis on peut passer par la Société des auteurs compositeurs dramatiques pour justement être aidé à collecter les recettes. Oui, au fond? L'originalité, exactement. Donc il y a deux conditions. Donc l'originalité. Alors l'originalité, c'est l'opposé de banalité. C'est-à-dire, en termes juridiques, vous pouvez noter, qu'est-ce qu'on sous-entend par originalité? Oui? Oui, une nouveauté, et donc, qui est, en termes juridiques, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur et de l'autrice. C'est-à-dire qu'il y a un investissement intellectuel de la part de la personne pour donc créer cette œuvre. Donc ça, c'est le principe de l'originalité. Et donc on va simplement, s'il y a un litige, le juge ou la juge va se prononcer donc sur cet investissement intellectuel de la personne qui souhaite se voir reconnaître un droit de propriété intellectuelle. Et donc si on s'inspire de lieux communs, on ne peut pas bénéficier d'un droit d'auteur. Donc par exemple, si dans une pièce de théâtre, vous indiquez une scène où le mari rentre, l'amant est dans le placard, etc., ça c'est une banalité affligeante, donc vous ne pouvez pas vous demander un droit de propriété intellectuelle sur ce lieu commun. Donc ça c'est un point important, et par contre on ne se prononce pas sur les mérites artistiques. Donc on n'évalue pas la qualité artistique. On évalue simplement dans quelle mesure il y a eu un investissement intellectuel de la personne pour créer une œuvre originale. Et donc inventer quelque chose de nouveau. Et donc quel est l'apport de cet auteur, de cette autrice vis-à-vis du contenu de cette œuvre. Et puis il y a aussi un support physique, puisqu'on laisse fort heureusement la liberté de circulation des idées, mais c'est un support physique de façon à pouvoir délimiter effectivement cette œuvre et pouvoir donc se prononcer sur effectivement la légalité du titre de propriété. Donc cette œuvre qui est immatérielle est un support physique pour pouvoir donc délimiter son champ. Donc il faut un support physique. Donc ce sont les deux conditions. Et donc, une précaution. Comme j'ai indiqué que la circulation des idées est libre,
Donc il y a eu quelques exemples fâcheux, je ne sais pas si c'est toujours en actualité, mais ça a pu marquer certains jeunes artistes, certaines jeunes artistes. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes humoriste, vous souhaitez être produit par une émission télévisuelle. Donc vous présentez votre sketch au producteur et à la productrice. Si vous n'avez pas fait ce travail de dépôt de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une originalité mais que vous n'avez pas un support physique, donc une déclaration d'un titre de propriété, le producteur et la productrice peut vous remercier en disant bon ça va pas aller, etc. Et vous piller, c'est-à-dire reprendre votre sketch et le faire jouer par une vedette qui aura plus d'audimat que si c'est vous qui le présentez en tant qu'artiste inconnu. Donc faites attention quand vous dialoguez sur vos projets de spectacle. Faites attention à qui vous parlez. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et que tant que vous n'avez pas ce support physique, vous pouvez vous faire piller votre idée. Et vous n'avez aucun recours juridique. Donc ça c'est une précaution. Faites attention, donc circulation des idées est libre, mais faites attention quand vous dialoguez sur vos projets. Vous pouvez vous faire piller sans aucun recours juridique. Donc, une fois qu'on est auteur ou autrice, donc quelqu'un qui souhaite exploiter cette œuvre de l'esprit, elle doit demander donc une autorisation écrite. Et c'est très, très important d'avoir une autorisation écrite. Et même, ensuite, j'ajouterai un contrat de cession. Alors, j'ai le souvenir, quand j'étais un peu plus jeune, maître de conférence, à l'Institut théâtral, donc un étudiant de première année de licence aussi, qui avait découvert mon cours un peu trop tard, et qui avait eu une mésaventure. C'est-à-dire, il était en dialogue avec une autrice, une pièce de théâtre, s'entendait très bien, une relation de confiance, pas de soucis, je peux monter la pièce, j'aime bien les parties pris de mise en scène. Donc, le metteur en scène s'est contenté de cette autorisation orale, sans demander un contrat écrit. La veille de la première, l'autrice qui lui a interdit de jouer le spectacle. Et à ce moment-là, donc, aucun recours. Donc, on ne travaille jamais pour rien, mais en fait, il y a eu un travail donc, qui a été fait pour monter le spectacle avec une distribution artistique et aucune possibilité d'exploiter ce spectacle. Donc, ne vous limitez jamais à un accord oral, même si vous avez l'impression que c'est une personne de confiance. Les accords oraux n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc il faut un écrit pour vous garantir la possibilité d'exploiter cette œuvre de l'esprit et un contrat de cession. Donc ce qu'on appelle un contrat de cession du droit d'exploiter l'œuvre de l'esprit qui est circonscrit parce que grosso modo le propriétaire, la propriétaire de l'œuvre de l'esprit ne fait que louer son œuvre de l'esprit. Elle vous conseille le droit d'exploiter cette œuvre de l'esprit donc sur une durée limitée, et puis il faut préciser dans quel lieu, pendant combien de temps, sur quelle représentation, quel jeu, etc. Tout ça c'est écrit dans le contrat de cession du droit d'exploiter. Donc ça c'est vraiment les conditions indispensables pour pouvoir exploiter légalement une œuvre de l'esprit. Et donc en tant qu'entrepreneur de spectacle vivant, en tant qu'entrepreneuse de spectacle vivant, vous devez vous engager à respecter le droit de la propriété littéraire artistique. Et ne prenez pas le risque de passer outre, parce que les murs ont des oreilles, il y a toujours une bonne âme qui va évidemment vous dénoncer, même si vous avez l'impression d'avoir des amis, que des amis. On n'est pas dans un monde de bisounours. Ensuite, quand il y a une traduction, une mise en scène, c'est ce qu'on appelle une œuvre composite. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre première, on transforme. Donc,
Si vous souhaitez faire jouer une pièce de théâtre allemande, écrite en allemand, en anglais, traduite en français, vous demandez l'autorisation d'une part au traducteur, à la traductrice, mais aussi à l'auteur-autrice. Et ça concerne les troupes professionnelles, mais aussi les groupements d'amateurs. Vous, en tant que groupement d'amateurs, en troupe étudiante, de création étudiante, vous devez respecter le droit de la propriété littéraire artistique. Donc, et en tant que metteur en scène, metteuse en scène, vous pouvez demander un droit de propriété intellectuelle sur votre mise en scène, ou sur votre chorégraphie, votre chorégraphe, ou sur la mise en piste quand vous travaillez dans le domaine des arts du cirque. Ensuite, il y a les droits voisins. Donc, le droit voisin, c'est une extension du droit à la propriété littéraire et artistique. Donc, comme c'est indiqué, ça concerne en grande partie, pas seulement, mais on ne va pas rentrer dans les détails, ça concerne cette fois les artistes-interprètes. C'est-à-dire que les artistes-interprètes qui ont fait un enregistrement, donc au niveau des sons, c'est plutôt un disque par exemple, au niveau des images, c'est plutôt un film ou une vidéo, donc les artistes-interprètes peuvent se voir reconnaître un droit de propriété donc sur leur image et leur son. Et donc de la même façon, en principe, on pourrait leur demander l'autorisation d'exploiter ce film, de diffuser ce film, cette vidéo ou ce disque, ce CD-ROM, etc. Et les artistes-interprètes peuvent bénéficier aussi d'un droit patrimonial, ce qu'on appelle droit patrimonial, donc un revenu. Donc, les artistes-interprètes, dans ce cas-là, sont salariés, ils reçoivent un salaire pendant l'enregistrement, ils sont salariés, et pendant l'exploitation du disque, du film ou de la vidéo, ils ont une redevance, voilà, donc une participation donc, au chiffre d'affaires. C'est un autre revenu. Ensuite, donc, le droit à la propriété intellectuelle, il y a deux types de droits. Les droits patrimoniaux, donc l'argent, les sous, et puis ce qu'on appelle le droit moral. Parfois, dans les pays anglo-saxons, il n'y a que on ne légifère que sur l'argent, mais dans les pays du droit romain, on reconnaît aussi un droit moral, c'est-à-dire une propriété perpétuelle et incessible à l'auteur, l'autrice de son œuvre de l'esprit. Et commençons par les droits patrimoniaux. Donc les droits patrimoniaux, en principe, c'est un pourcentage des recettes d'exploitation du spectacle. Donc on est dans une logique commerciale, voire capitaliste, puisqu'on détient un capital intellectuel, et ce capital intellectuel sera rémunéré en fonction du succès commercial de cette œuvre de l'esprit. Ce qui fait que les inégalités de revenus des auteurs-autrices sont très importantes. Il y a quelques vedettes qui gagnent très confortablement leur vie, et un nombre très important d'auteurs-autrices qui sont obligés d'avoir une autre activité professionnelle en complément des micro-revenus qu'ils peuvent tirer de l'exploitation de leur œuvre de l'esprit. Donc on est dans un système quand même capitaliste, exploitation d'un capital intellectuel. Et avec donc forcément les inégalités très importantes qui en résultent. Puisque les inégalités de revenus et patrimoine sont plus importantes que les inégalités de salaire. Donc en principe, un pourcentage des recettes d'exploitation du spectacle, sauf si c'est un peu compliqué, et pour les groupements d'amateurs, c'est plutôt un forfait. Et vous, en tant que troupe de création étudiante, vous aurez un forfait limité. Mais si donc vous montez un spectacle dans le cadre d'un processus de création étudiante, il faut prévoir dans votre demande de subvention FSIE, effectivement, la somme nécessaire à la couverture de ce forfait. Donc c'est un forfait par présentation. Et si vous êtes curieuse, à la question de site de la SACD, vous avez le bar. Ensuite, la durée. Alors, pour une œuvre de l'esprit, c'est 60
70 ans après la mort de l'auteur. Donc jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, si l'auteur est vivant, on peut demander à l'auteur, l'autrice. S'il est mort, jusqu'à 70 ans après sa mort, il faut demander à ce qu'on appelle les ayants droit. Donc les exécuteurs ou les exécutrices testamentaires. Et au-delà de 110 ans après la mort de l'auteur, on dit que l'œuvre tombe dans le domaine public. Donc quand l'œuvre est tombée dans le domaine public, on n'a plus besoin de demander l'autorisation de l'auteur, l'autrice, et on n'a plus besoin de verser un droit patrimonial. Mais jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, il faut vraiment l'autorisation, le contrat de cession, et puis de pouvoir exploiter l'œuvre de l'esprit et verser un droit patrimonial. Et enfin les droits voisins. Donc ça c'est pour les artistes interprètes. Donc le repère c'est non pas la mort de l'objet, parce qu'il ne meurt pas, c'est la date de première édition. Donc c'est soit pour un film 50 ans après la première édition d'un film, et pour un disque 70 ans. Alors apparemment c'était 50 ans pour les deux objets, mais un certain nombre de vedettes de la chanson, des variétés, qui en vieillissant, comme la durée de vie s'est allongée, l'espérance de vie s'est allongée, donc ils ont souhaité continuer à bénéficier de leurs droits. Donc il y a une pression pour élargir donc à 70 ans après la date de première édition du disque, la possibilité pour l'artiste-interprète de bénéficier de ses royalties. Voilà donc la différence entre œuvre de l'esprit, 70 ans après la mort de l'auteur, et les droits voisins. Oui ? Alors les droits voisins, donc la différence de l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit, ça concerne l'auteur, l'autrice, donc c'est une pièce de théâtre par exemple. Donc les droits voisins, ça concerne l'enregistrement d'un disque. Donc il y a forcément une part aussi, le compositeur de musique et le compositeur des paroles, il y a un droit de propriété intellectuelle, mais le disque lui-même ensuite va être vendu. Et donc il y a un enregistrement. Donc et la personne qui chante n'est pas forcément l'auteur de la parole, des paroles ou le compositeur musical. Donc c'est la personne qui chante qui va donc bénéficier de ses droits voisins. De même les comédiens et comédiennes qui participent à un film, ils vont pouvoir, donc il y a évidemment un droit d'auteur pour le réalisateur, etc. Notamment, mais un droit voisin pour les artistes interprètes. Donc un partage du chiffre d'affaires selon le succès du film. Donc c'est la différence. Ensuite, le droit moral. Donc le droit moral spécifie les pays de droit romain. Donc ça ne concerne pas du tout le Royaume-Uni ou les États-Unis, ça concerne la France. Donc c'est le principe d'une propriété perpétuelle. C'est-à-dire même 110 ans après la mort de l'auteur, il faut respecter le droit moral. Et inaliénable. Donc inaliénable, c'est-à-dire si par, entre guillemets, en reprenant un terme juridique, par abus de faiblesse, un auteur, une autrice vendait son œuvre à un producteur, une productrice, ce contrat sera considéré comme nul et non avenu. Il n'a aucune valeur juridique. Donc il est interdit d'acheter ou de vendre une œuvre de l'esprit. L'auteur, l'autrice de cette œuvre de l'esprit reste indéfiniment propriétaire, ad vitam aeternam, reste propriétaire de cette œuvre de l'esprit. Et tout contrat d'achat ou de vente de l'œuvre de l'esprit, ça n'a aucune valeur juridique. Ce qu'on peut acheter et vendre, c'est le droit d'exploiter l'œuvre de l'esprit. Donc le droit de faire des représentations d'un spectacle. Et on ne peut pas vendre un spectacle, on ne peut pas acheter un spectacle. On achète des représentations d'un spectacle. C'est une nuance importante. Donc, propriété perpétuelle inaliénable. Donc, quels sont les différents droits? Donc, c'est le droit à la paternité. Donc, le droit à la paternité, donc c'est le nom et la qualité. Donc, ça peut être le nom, l'état civil. On peut aussi inventer un nom comme on veut. On choisit le nom. Donc, l'auteur, l'autrice choisit le nom
pour signer son œuvre de l'esprit. Et on doit toujours citer l'auteur, l'autrice de cette œuvre de l'esprit. Donc le droit à la paternité. Ensuite, un autre droit, c'est le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Donc deuxième droit, très important, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Et c'est là qu'il peut y avoir des conflits. C'est-à-dire si un metteur en scène ou une metteuse en scène souhaite développer sa liberté de création scénique et ne pas respecter strictement les didascalies, et que l'auteur, l'autrice ou les ayants droit de cet auteur ou de cette autrice souhaitent le strict respect des didascalies, là ça va créer un conflit et donc éventuellement une interdiction de la mise en scène parce qu'elle déforme et ne respecte pas suffisamment l'intégrité de l'œuvre. Et c'est là qu'il peut y avoir des conflits. Alors généralement, quand les artistes sont vivants, on peut toujours discuter. Avec les ayants droit, ça peut être plus compliqué, selon l'image de leur ancêtre, illustre, donc qu'ils veulent défendre, ou ils veulent défendre. Donc c'est le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, et donc c'est là qu'il peut y avoir des conflits entre les porteurs, porteuses d'une mise en scène et les auteurs, autrices de la pièce de théâtre. Ensuite, le droit de divulgation. Le droit de divulgation, c'est-à-dire l'auteur, l'autrice est libre de divulguer ou non son œuvre de l'esprit. Et cette œuvre donc peut être publiée immédiatement, diffusée immédiatement, comme elle peut aussi rester dans un tiroir. Et ça peut être éventuellement les ayants droit qui, dans le testament, l'auteur, l'autrice indique que voilà, vous pouvez donc publier à tel moment cette œuvre. J'ai conservé secrète pendant une certaine période. Ou inversement, l'auteur, l'autrice qui peut demander à ce que son œuvre soit détruite. Après, c'est à l'exécuteur testamentaire de suivre ou non cette recommandation. Et donc, par exemple, Thomas Bernard, donc, qui est plutôt bipolaire, mélancolique, donc il a demandé à son exécuteur testamentaire, Christian Lupa, donc un metteur en scène polonais, de détruire ses œuvres, c'est-à-dire d'interdire toute représentation des pièces de théâtre de Thomas Bernard. Christian Lupa considère que c'est un geste suicidaire et donc ne l'a pas suivi. Et on peut continuer à jouer les pièces de Thomas Bernard. Enfin, un droit de repentir. Donc le droit de repentir, c'est dans le cas où l'auteur-autrice a signé un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle, en bonne et due forme, et sans qu'il y ait une remise en question du respect de l'intégrité de l'œuvre. Finalement, même si l'œuvre est respectée, l'auteur et l'autrice regrettent d'avoir cédé son droit d'exploitation de son œuvre de l'esprit. Et à ce moment-là, l'auteur et l'autrice peut interdire, demander d'arrêter l'exploitation. Mais c'est théorique, puisqu'en fait, l'auteur et l'autrice qui souhaiterait donc interrompre l'exploitation d'une œuvre de l'esprit qu'il a cédé en bonne ou qu'elle a cédé en bonne et due forme, donc doit rembourser les frais engagés par la production et l'exploitation du spectacle. Et comme la très grande majorité des auteurs vivent très chichement, donc c'est un droit qui existe mais qui est théorique. Mais c'est une possibilité. Mais il peut être très rarement utilisé dans le domaine du spectacle vivant. Alors ensuite, la sanction, c'est une action en contrefaçon. Donc une action en contrefaçon. Et la peine, donc là, c'est le droit pénal, donc c'est un trouble à l'ordre public, donc c'est le droit pénal qui s'applique. Donc
la sanction, c'est jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et ça concerne toute contrefaçon. Donc c'est la peine maximale, mais qui ne s'applique pas vraiment dans le domaine de la contrefaçon de la propriété intellectuelle. Enfin, du moins dans le domaine du vivant ou même des arts du cinéma. Et c'est jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors ensuite, donc ça c'est le premier type de droit. Ensuite on peut commencer à voir un petit peu les obligations sociales. Les obligations sociales, donc, ce sont les formalités de l'embauche. Donc formalité, c'est on fait une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF. Donc le sens de cet acronyme l'URSSAF, c'est Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Donc l'URSSAF, c'est Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Et puis il y a aussi et donc ça c'est pour identifier que la personne a été engagée, et donc il va falloir payer les cotisations sociales. Et on fait une seule déclaration à l'URSSAF. Et après l'URSSAF s'occupe de diffuser cette information auprès de tous les organismes sociaux. Et puis il y a le registre unique du personnel, où donc on indique toutes les entrées et les sorties, quelles sont les personnes qui sont actuellement en activité, à quelle date elles sont entrées, à quelle date elles sont sorties. C'est ce qu'on appelle le registre unique du personnel. Et bien entendu, un contrat de travail. Alors dans les dernières minutes, on va faire le test d'auto-évaluation. Donc je vais me positionner. Donc vous allez utiliser votre smartphone ou votre ordinateur pour vous connecter sur le QR code. Donc vous connectez sur ce QR code où vous entrez le code d'événement DCIBURT dans vos cartes. Voilà, donc je passe à la première question. Donc le nombre d'employeurs occasionnels et spectacles vivants est inférieur au nombre d'entrepreneurs de spectacles vivants. Donc oui ou non? La très grande majorité d'entre vous avez vu juste.
Ensuite, le nombre d'employeurs hospitaliers vivants privés est largement supérieur au nombre d'employeurs hospitaliers vivants subventionnés, ou largement inférieur, ou assez proche. Donc il est assez proche, comme on l'a vu, comme majorité d'entre vous l'avez vu. Ensuite, l'employeur du plateau artistique doit déclarer une activité pour un spectacle vivant de catégorie 1, 2, 3 ou 4. Donc, là, exactement mon quel quartier, mais justement c'est quelque chose que je n'ai pas dit explicitement, vous pouvez le noter, c'est le producteur de spectacle qui est l'employeur du spectacle vivant. Mais justement je n'ai pas dit explicitement. Donc, c'est l'employeur du plateau artistique. L'exploitant du lieu de spectacle il est l'employeur du personnel du lieu de spectacle. Voilà. Et là, le QCM peut être aussi utile pour le professeur. Je veux dire, je vais préciser explicitement. Et enfin, dernière question. L'attribution d'une déclaration d'activité d'entrepreneur hospitalier vivant requiert nécessairement le suivi de 125 heures de formation professionnelle dans le domaine des arts du spectacle. Oui ou non? Donc c'est requiert nécessairement. Donc non, puisque on peut avoir un diplôme d'enseignement supérieur ou un non-exercice d'activité professionnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.